Assalamu alaikum. Donc, dans le cadre des cours en ligne de Chimie 2, on continue notre cours et on va aborder les gaz réels, équation de Van der Waals. Alors, l'équation des gaz parfaits devient très approximative à pression élevée. Elle doit être rectifiée pour prendre en considération les forces attractives ou répulsives entre les molécules et tenir compte du volume propre des molécules. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans le gaz parfait, les molécules du gaz parfait sont considérées comme des masses ponctuelles. Comme vous pouvez voir, par rapport au gaz réel, le volume des molécules du gaz parfait est négligeable. D'accord? Donc, normalement, théoriquement, pas d'interaction entre les molécules. Par contre, dans le gaz réel, il y a ce qu'on appelle les forces attractives et ou répulsives. Donc, il y a les deux. Mais surtout, les forces d'attraction. Donc, Van der Waals a proposé une équation d'état rectifiée. Ça veut dire qu'il a rectifié, يعني بدلها استبدلها بالأخذ بعين الاعتبار هذه القوى قوى الجذب وقوى التنافر ما بين الجزيئات. Donc, il a rajouté un terme à la pression du gaz. Il a retranché un terme du volume. Parce que le volume ici, je vais l'expliquer par la suite. Le volume ici, c'est le volume du vide. D'accord? Enfin. Alors, concernant le volume, donc on va voir le terme rajouté à la pression. Si on prend le même volume, un même volume de récipient et une même quantité de matière d'un seul gaz, on voit bien que les interactions n'existent pas dans le cas du gaz parfait. Par contre, le gaz réel, comme on l'a dit précédemment, il y a ce qu'on appelle les forces d'attraction. Donc, les collisions ou les chocs contre les parois internes du récipient sont beaucoup plus nombreuses ou nombreux par rapport au gaz réel. D'accord? Donc, choc, ici, plus. Pourquoi il y a plus de choc ici? Parce que les molécules du gaz parfait sont libres. Par contre, le gaz réel, il y a des interactions de type attraction, donc ce qui freine les collisions ou ce qu'on appelle les chocs contre les parois internes du récipient. Ce qui fait que la pression du gaz parfait pour une même quantité du gaz est supérieure à la pression du même gaz lorsqu'on le considère comme un gaz réel. Donc Van der Waals a proposé que la différence entre ces deux pressions est égale à une pression qu'il a appelée pression interne et qui est égale à N carré fois A sur V carré, où A est une constante proportionnelle à chaque gaz. On va voir les valeurs de des A de quelques gaz par la suite. Alors, on passe au volume. Donc, le volume du gaz est défini comme étant le volume nécessaire au déplacement des molécules. Vous voyez, donc le volume du gaz réellement, si on va calculer, par exemple, en utilisant PV est égal à LRT, si on vous demande de calculer le volume du gaz, vous faites V est égal à nRT sur P. Et vous remplacez les valeurs des paramètres et vous calculez le volume en litres ou en mètres cubes, etc. Qu'est-ce que c'est ce volume-là? Il représente quoi? C'est le vide, c'est le volume du vide nécessaire au déplacement des molécules. Le vide entre les molécules. هذا الفراغ ما بين الجزيئات هذا هو الذي يعبر عن le volume du gaz اللي هو حجم الغاز. إذا في حالة الغاز الحقيقي أو الحالة الحقيقية للغاز الجزيئات لديها حجم. Donc هذا le volume هذايا nécessaire, ce volume là
nécessaire au déplacement des molécules va diminuer. Donc, il va diminuer d'une valeur NB. NB. N, c'est la quantité de matière. B, on appelle covolume. Le covolume, il est proportionnel à chaque gaz. D'accord? Donc, dans le cas du gaz réel, il faut toujours mettre cette expression V moins NB. Et voilà, dans ce tableau, vous voyez bien quelques valeurs de A et B pour quelques gaz. Passons maintenant à l'échange d'énergie et voyons plus précisément le principe zéro de la thermodynamique qui concerne l'équilibre thermique. Qu'est-ce que c'est l'équilibre thermique et que veut dire le principe zéro de la thermodynamique? Comme vous pouvez le voir dans ce dessin, on considère trois systèmes A, B et C qui ne peuvent échanger que de la chaleur à travers les cloisons et حواجز حواجز تمرر فقط الحرارة qui les séparent, donc des cloisons qui les séparent. Qu'est-ce que dit le principe zéro de la thermodynamique? Si A, le corps A, الجسم A, est en équilibre thermique avec C, et si B est en équilibre thermique avec C, alors A est en équilibre thermique avec B. C'est une évidence. معناها إذا مثلا في الحالة الابتدائية لدينا درجة حرارة الأجسام الثلاثة غير متساوية، فبعد مرور وقت هناك ما يسمى بالتوازن الحراري، سيكون هناك توازن حراري ما بين الأجسام الثلاثة وتصبح درجات الحرارة للأجسام الثلاثة متساوية. نقول أن A و B في توازن حراري، ils sont en équilibre thermique malgré qu'ils ne sont pas en contact. يعني رغم أن ليس هناك التماس ما بين A و B فهم في توازن حراري. Alors, conséquence du principe zéro, il existe une grandeur commune à A, B et C appelée température. من هنا خرج مفهوم درجة الحرارة، وهاد درجة الحرارة هذه نحسبها عن طريق ما يسمى les thermomètres. Donc, une des applications du principe zéro de la thermodynamique, c'est les thermomètres qui nous permettent de calculer cette température par équilibre thermique. C'est-à-dire on utilise le principe zéro de la thermodynamique justement pour définir et calculer la température. Tous les systèmes qui ne sont pas en équilibre thermique n'ont pas la même température, ça c'est une évidence. هذه نعرفوها الكل. إذا ما كانش توازن حراري فالأجسام يعني حاجة بديهية ليس لديهم نفس درجة الحرارة. Alors, lorsque la température augmente, ce qui est remarquable et ce qui a été découvert par la suite, c'est que lorsque l'énergie augmente par augmentation de température, l'agitation augmente. Ce qui rend la matière de plus en plus désordonnée. Le solide, c'est un état ordonné, منظم، حالة منظمة، ثم حالة أقل تنظيم، ثم في حالة الغاز حالة غير منظمة، يعني وذات درجة حرية كبيرة. هناك يعني في الغاز الجزيئات تتحرك بكل حرية. Alors, l'échelle légale utilisée dans la thermodynamique, c'est le Kelvin, vous le savez très bien. Le symbole est K, et pas degré K, on ne met pas un degré ici, il y a K seulement. Cette unité a été inventée par J.J. Thomson, connue par la suite par Lord Kelvin. Elle est égale à la température Celsius plus 273,15. Voyons maintenant les différents types d'énergie. On va voir d'abord la chaleur, puis par la suite on va voir le travail. Comme on l'a dit dans les cours précédents, c'est-à-dire les cours qui ont été faits en amphi, hein, je vous ai dit que le système échange de l'énergie
avec l'extérieur, avec le milieu extérieur, sous forme de travail et de chaleur. Alors, quand on met en contact un corps chaud et un corps froid, le premier se refroidit et le second se réchauffe. Ça, on le connaît tous. Il est naturel d'imaginer que quelque chose passe du corps chaud vers le corps froid. Il s'agit d'une énergie appelée la chaleur. Donc la chaleur, c'est une énergie. Le paragraphe la chaleur, c'est une énergie qui est passée du corps chaud vers le corps froid et pas l'inverse. Attention. Il y a trois types de chaleur. Il y a ce qu'on appelle la conduction, c'est le transfert thermique dans les solides. Vous voyez très bien que ici la barre métallique, elle va se réchauffer par contact avec l'air chaud qui vient du feu. Donc il se réchauffe et il y a un transfert thermique jusqu'au bout de cette barre métallique. Il y a ce qu'on appelle la convection qui est un transfert thermique ou un transfert de chaleur dans les fluides. Par exemple ici il y a l'air et les radiations qui sont représentées par un transfert thermique à distance, comme le soleil qui réchauffe la Terre. Alors les expressions de la chaleur échangée, on a trois expressions pour un système thermoélastique physique, trois expressions qui lient les paramètres, des trois paramètres connus en thermodynamique, qui sont la température, la pression et le volume. On a trois paramètres, température, pression et volume. La chaleur, elle est exprimée deux par deux, c'est-à-dire la température et la pression, ou la température et le volume, et enfin la pression et le volume. Toutes ces expressions sont égales. On peut calculer la chaleur en utilisant n'importe quelle expression de ces trois expressions, mais en thermodynamique, et surtout la thermodynamique, c'est-à-dire où on utilise le premier principe, etc., on utilise surtout les deux premières expressions. Ce sont elles qui sont les plus utilisées. Regardez bien sûr, ces trois expressions, ce sont les deux premières qui sont le plus couramment utilisées. Donc l'unité légale de la chaleur est le joule ou la calorie. Voilà, si vous voulez passer de la calorie au joule, voilà la conversion, elle se fait comme ça. Pour un gaz parfait, ici, regardez, Cp, Cv, lambda, cette lambda n'est pas la longueur d'onde, attention. Mu, L et H sont ce qu'on appelle des coefficients calorimétriques. Les coefficients qui apparaissent dans ces expressions sont appelés coefficients calorimétriques molaires. Pour un gaz parfait, H est égal à moins V. Donc, vous pouvez remplacer, parce qu'on étudie les gaz parfaits, vous pouvez remplacer ici H par moins V et L par P. On passe maintenant à la définition des capacités calorifiques d'un corps pur, parce que ici, Cp et Cv sont les capacités calorifiques à pression constante et à volume constant pour un gaz parfait. Donc, on définit la capacité thermique ou calorifique, molaire ou massique, d'un corps comme étant la quantité d'énergie nécessaire pour augmenter d'un Kelvin la température d'une mole de ce corps. Donc, si on prend une mole de ce corps qui a une température connue, par exemple, si je dis 25 degrés C, une mole d'eau, par exemple, à 25 degrés C, si je fais élever cette température 25 jusqu'à 26, donc je vais utiliser un échauffement, par exemple, je vais chauffer cette eau de telle sorte que sa température passe de 25 à 26. Donc l'énergie nécessaire pour cette élévation de température, c'est la capacité thermique ou la capacité calorifique de l'eau. D'accord? Elle peut être molaire comme elle peut être massique. Voilà. Alors, capacité calorifique molaire ou massique à pression constante, on l'appelle isobare, Cp. Elle est exprimée joule par Kelvin par mole ou joule par Kelvin par kilogramme, selon qu'elle est molaire ou massique. Capacité calorifique molaire ou massique à volume constant,
isocore CV. On la symbolise par CV. Si on multiplie les deux expressions ou les deux grandeurs par N, qui est la quantité de matière, ou M, la masse de la substance ou de l'élément qu'on utilise, ça devient capacité calorifique tout court. C'est-à-dire ni molaire ni massique. D'ailleurs, son unité, hein, c'est clair, à partir de cette unité, on voit bien que le mol et le kilogramme, il n'y a plus de mol et de kilogramme, donc capacité calorifique tout court. Donc, isobar parce que c'est CP et isocore parce que c'est CV. Alors, pour un corps pur, n'importe quel corps pur, ce n'est pas seulement les gaz parfaits, pour les gaz réels, les solides, les liquides, les capacités calorifiques molaires ou massiques ne dépendent pratiquement que de la température selon une loi du type. A plus PT plus CT au carré plus DT cube, etc. Ça peut être tous ces termes-là, ça peut être 2 termes, 3 termes, ça dépend. L'essentiel, c'est que la capacité calorifique, normalement, molaire ou massique, hein, ou capacité calorifique seulement, normalement, elles sont en fonction de la température. C'est-à-dire qu'elles changent avec le changement de la température. Et c'est logique. Mais, pour faciliter les calculs, on prend pour le gaz parfait, et surtout pour le gaz parfait idéal, des capacités calorifiques indépendantes de la température. Vous voyez bien, par exemple, pour un gaz parfait monoatomique, يعني غاز مثالي أحادي الذرة, عندي CV est égal à 3 demi de R, يعني R هذا c'est la constante des gaz parfaits اللي هو 8.31 SI. donc إذا عوضنا R بالقيمة تاعو وضربناه في 3 وقسمناه على 2 راح نتحصل على CV لغاز مثالي أحادي الذرة مثلا كما l'argon ولا le néon ولا l'hélium. Son CP est égal à 5 demi de R. Pour les gaz parfaits diatomiques, مثلا O2, N2, H2, Cl2, etc. وإلا polyatomique linéaire indéformable, يعني متعددة الذرات الخطية الغير قابلة indéformable, c'est-à-dire indéformable يعني الشكل تاعها يكون ثابت. مثلا كما CO2 شكل خطي دائم, يعني ما مش راح يكون عنده une autre forme, il ne va pas avoir une autre forme. Donc pour tout ça, يعني tous ces types de gaz parfaits, diatomiques ou polyatomiques linéaires indéformables, CV 5 demi de R et 7 demi de R. Alors, dans le cas du mélange, on calcule CP par la somme I, XI, CP ou CVI. XI représente la quantité de matière du constituant I, ou illa la masse du constituant I. CPI ou CVI, bien sûr, c'est la capacité calorifique molaire ou massique du constituant pur I. J'ai une remarque à faire, c'est que les CP, molaires ou massiques, sont des données expérimentales. D'accord? Dans les exercices, généralement, elles sont données. Pour le changement d'état d'un système, comment on calcule? On va voir comment on calcule la chaleur du changement d'état d'un système. Donc la chaleur mise en jeu par mol ou par kilogramme du corps pur considéré lors d'un changement d'état physique est par définition la chaleur latente. Donc on appelle chaleur latente la chaleur nécessaire pour le changement d'état d'un mol ou d'un kilogramme d'un corps pur. Elle est symbolisée par L, grand L, majuscule. Qu'est-ce qu'elle exprime? Elle exprime la quantité, comme je l'ai dit maintenant, la quantité de chaleur échangée avec le milieu extérieur pour transformer à pression et à température constante, ça c'est très important, l'état physique d'une mole ou d'un kilogramme du corps pur considéré. Voilà, Q en joule est égal à M, la masse en kilogrammes, fois L, c'est la chaleur latente massique. Q, ici, on l'appelle chaleur latente tout court, chaleur latente barque, et grand L, on l'appelle chaleur latente massique.
Donc, on doit multiplier par 1 pour avoir Q. Lorsqu'il s'agit de la chaleur latente molaire, donc la chaleur latente molaire et chaleur latente massique sont des données expérimentales. On multiplie par 1 la quantité de matière pour avoir la chaleur latente du corps étudié. Bon, les transformations physiques des états de la matière sont 6. Donc, on a, expérimentalement, ils ont défini les chaleurs, c'est-à-dire 6 chaleurs latentes. L fusion, L solidification, L condensation, L vaporisation, etc. Passons maintenant au travail échangé avec l'extérieur. Alors, les travaux échangés entre un système et l'extérieur peuvent correspondre à différents types de forces. Pression, mécanique, électrique, tension superficielle, etc. Donc, remarque, la thermodynamique ne prend en considération que les forces extérieures au système. C'est-à-dire, la thermodynamique étudie le système à l'intérieur en connaissant ou en définissant les forces extérieures au système qui agissent sur le système, bien sûr. Alors, l'ensemble des travaux, si on prend le travail par exemple, l'ensemble des travaux échangés, symbolisés par la lettre W, est habituellement décomposé en deux termes. W, ici on peut dire W total du système, est égal à WP plus WE. Alors WP, qu'est-ce qu'il représente? Il représente le travail mécanique des forces ou des pressions extérieures au système. C'est-à-dire lorsqu'on agit sur le système, un moteur par exemple, ou un cylindre qui contient un gaz par des forces de pression, donc on lui donne de l'énergie sous forme de travail. On appelle ce type de travail mécanique, qui fait en sorte que le volume du gaz contenu dans le cylindre, un cylindre par exemple, ou un récipient, va diminuer. D'accord? Donc le travail mécanique des forces de pression, c'est WP. WU, c'est tous les autres travaux, électriques, magnétiques, de surface, etc. Donc lorsqu'on a un système thermoélastique fermé, dont le travail est de type mécanique, comme je l'ai dit à maintes fois, WU, dans ce cas, est égal à 0. Donc, le W total est égal à WP. Alors, le travail mécanique, en lui-même, il est décomposé en deux termes, lui aussi. Donc, le travail mécanique, qui est le seul qui intervient dans le cas d'un système thermoélastique, peut lui-même être scindé en deux termes. Donc, j'ai WE et WF. Qu'est-ce que c'est WE? WE, il représente le travail de la pression environnante du système, comme la pression atmosphérique par exemple. نحن نعرف أن الهواء المحيط بنا يعمل عمل ضغط على كل الأجسام الموجودة في الأرض اللي هي la pression atmosphérique. Donc le travail المتعلق هذا العمل المتعلق بالضغط الجوي نرمزه له ب WE. E parce que c'est la première lettre de l'environnement, E. Environnante, environnement, E, WE. WF, c'est le travail lié aux forces extérieures, au sens mécanique du terme, c'est-à-dire pression. Pression, force de pression. Comme la force de pesanteur, par exemple, ou de pression de façon générale. Expression du travail mécanique élémentaire. Donc, vous voyez ici un système thermoélastique fermé contenu dans un cylindre, donc un gaz, voilà, un gaz qui est contenu dans un cylindre fermé par un piston mobile de section A, pouvant se déplacer sans frottement. Donc, on va supposer que les frottements sont égaux à 0. D'accord? Le frottement, là, il est négligeable. Alors, considérons un système thermoélastique fermé contenu dans un cylindre horizontal. Pourquoi horizontal? C'est pour éviter la pesanteur, les forces ou la pression de la pesanteur.
dans une extrémité est un piston mobile de section A pouvant se déplacer sans frottement. Donc ici, j'ai deux types, comme on l'a dit précédemment, j'ai deux types de pression ou de force. Il y a la force environnante, lui correspond à la pression environnante, et une force extérieure, une force quelconque, qui agit sur le piston et qui le fait déplacer un déplacement élémentaire dx, F, symbolisé par F, qui lui correspond une pression P. Le tout, c'est la pression externe. D'accord? Voilà. Donc, le déplacement élémentaire dx. Comment on écrit, dans ce cas, le travail élémentaire? Le travail élémentaire est égal à F extérieur fois dx avec F extérieur, qui correspond à la pression extérieure, est égal à F plus Fe. D'accord? Alors, du point de vue expression mathématique, vous savez très bien que la pression est égale à la force en newton exercée sur une section ou une surface A ou S. Dans ce cas, F est égal à P fois A. Donc, lorsqu'il s'agit de la force environnante, elle est égale à la pression environnante fois A. Et la force, une autre force, F, qui agit sur le piston, est égale à P fois A. Par conséquent, F externe est égal à P externe fois A. A, c'est la surface du piston. Alors, le travail élémentaire, donc lorsqu'on remplace F externe par cette expression, on aura P externe fois dV. Alors, pour être en accord avec la convention thermodynamique relative aux échanges d'énergie, il faut introduire le signe moins devant le produit P extérieur fois dV. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire la convention thermodynamique relative aux échanges d'énergie? Et pourquoi, pour être en accord avec cette convention, on rajoute le signe moins? C'est-à-dire les thermodynamiciens, les chercheurs ou les scientifiques qui étudient la thermodynamique, ils ont jugé, et par convention bien sûr, اصطلاحا يعني تفاهم كل العلماء على أنهم يجب زيادة إشارة نقص لازم obligé. Pourquoi? Alors, si vous voyez par exemple dans ce dessin, vous voyez un cylindre, comme celui qu'on a vu ici. Un cylindre qui contient un gaz. On procède à la compression de ce gaz. Donc, ce gaz, il a un volume initial et par compression, il est passé au volume final. Maintenant, il a absorbé un travail de l'extérieur. D'accord? Le travail échangé par le gaz, il est positif. Pourquoi il est positif? Parce qu'il l'a absorbé de l'extérieur. C'est conventionnel. Le système, lorsqu'il reçoit une énergie, ici elle est sous forme de travail, on dit que cette énergie, elle est positive. À l'inverse, s'il donne de l'énergie à l'extérieur, là, cette énergie-là, elle est inférieure à zéro. Elle est négative. Donc, le travail échangé par le gaz est négatif lors d'une détente. Détente, il y a tamaddud, compression indérate. Alors, le dV ici, le dV ou delta V, c'est-à-dire le changement du volume. Ici, le changement du volume, il est négatif. Pourquoi? Parce que le V final moins V initial, puisque V final est inférieur à V initial, on aura dV ou delta V inférieur à 0. Lorsque dV ou delta V elle est inférieure à 0, précédée par un signe moins, j'aurai un travail qui est positif. En inverse, si dV est supérieur à 0, c'est-à-dire positif, précédé par un signe moins, j'aurai le travail inférieur à 0. D'accord? Donc, c'est ça l'accord de la convention thermodynamique. Il faut rajouter un signe moins devant le produit P extérieur fois dV. Ça, c'est vraiment... c'est la thermodynamique. C'est en ce qui concerne la thermodynamique. يعني هذه حالة خاصة بلا thermodynamique. Enfin,
pour un système thermoélastique fermé évoluant d'un état initial A vers un état final B, sous l'influence d'une force mécanique et d'une pression environnante, le travail mécanique échangé avec l'extérieur sera donc l'intégrale. Regardez bien. Ici, delta W est égal à moins P externe dV. Il faut faire l'intégrale pour avoir le W total. D'accord? Alors, selon que la transformation soit réversible ou irréversible, la pression externe, elle est en fonction de la variation du volume ou non. Alors, lorsque la transformation, elle est réversible, l'équilibre mécanique entre le système et l'extérieur est réalisé à chaque instant, ce qui signifie que nous avons P externe est égal à P interne à chaque moment. نذكركم باللي la transformation réversible هو تحول العكوس، هو تحول بطيء، وعندنا تتابع حالات التوازن بحيث أن P و V و T اللي هما les trois paramètres qui définissent le système sont connus à chaque instant. Donc P externe اللي هي تساوي P interne ستكون في كل لحظة. يعني عند تغير V ستتغير P interne التي تساوي في نفس الوقت P externe. Donc ما عنديش الحق أنني نخرج P يعني mathématiquement parlant, puisque P il est en fonction de V dans une transformation réversible. Il faut voir cas par cas. On a 4 transformations. La transformation isotherme, la transformation isochore, la transformation isobare et la transformation adiabatique. Donc chaque cas lui correspond un travail, c'est-à-dire une expression propre à lui. Donc P, là, il faut définir d'abord la transformation. C'est une transformation qui est réversible, mais elle est comment? Réversible comment? Réversible isotherme ou réversible isobare ou réversible adiabatique, etc. Il faut définir l'expression de la pression externe par rapport à V pour pouvoir calculer W. Par contre, lorsque la transformation elle est irréversible, cet état d'équilibre mécanique entre les systèmes et l'extérieur n'est généralement vérifié que pour l'état final. Vous savez très bien, on va prendre le cas de la transformation irréversible qui est brusque. يعني مفاجئة سريعة, elle est brusque et on attend toujours l'équilibre final parce qu'on ne peut pas avoir les paramètres au cours de la transformation. يعني خلال هذا التحول لا نستطيع معرفة كل من P, T و V في كل لحظة. Donc on attend toujours l'équilibre mécanique ou généralement on dit l'équilibre thermodynamique entre les systèmes et l'extérieur pour avoir l'égalité des deux pressions. Donc P externe dans ce cas est égal à B final. Donc c'est une valeur constante. Dans ce cas, on peut la faire ressortir en dehors de l'intégrale, moins P final, parce que P final, c'est une valeur, une seule valeur. Elle ne va pas changer. Donc W irréversible, il est toujours connu ou défini par cette expression-là. Que ce soit la transformation, elle est isotherme, ou elle est isobare, ou la isochore, ou la adiabatique. Les 4 transformations, à part isochore. Isochore, là, W est égal à 0. Les 3 autres transformations, on a toujours W irréversible est égal à moins P final que multiplie VB moins VA. Ici, P final, on peut la remplacer par PB. PB que multiplie VB moins VA. D'accord? Donc, il faut faire très attention et il faut être en mesure de différencier entre le W d'une transformation réversible et le W d'une transformation irréversible. Voilà, je m'arrête ici. Pardon, donc on va se voir, Inch'Allah, dans la prochaine vidéo. Salam alaikum.